Bonjour et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine littéraire. Pour ce numéro, c'est la librairie Harmattan de Kinshasa qui nous offre son hospitalité. Et l'invité qui nous reçoit aujourd'hui, c'est le professeur Léon Matangila, doyen de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, avec qui je vais m'entretenir autour de la littérature. Je vous invite à les découvrir au travers de cet élément. Après une maîtrise en théologie dogmatique et systématique de l'Institut catholique de Paris et en philosophie à la Sorbonne Panthéon Paris 1, un diplôme d'études approfondies DA et un doctorat en philosophie à la dite université, Léon Matangila Moussadila a passé une habilitation à diriger des recherches à l'université Paris 8 Saint-Denis-Vincennes qui fait de lui un professeur des universités. Il enseigne la philosophie dans plusieurs universités, notamment aux universités de Kinshasa, en République démocratique du Congo et de Ouagadougou au Burkina Faso. Auteur de plusieurs ouvrages et articles, il est chercheur à l'université Paris 8 de Saint-Denis-Vincennes et directeur des éditions L'Harmattan en République démocratique du Congo. Il est actuellement doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Invité des Belles Lettres, le professeur Léon Matangila estime qu'il n'y a pas de véritable université sans la faculté des lettres et sciences humaines. La littérature, poursuit-il, qui est l'art d'écrire les belles lettres, permet donc de former à l'humanité, au jugement et à la critique. Pour lui, on ne peut pas ne pas aimer le livre. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de Belles Lettres, une émission d'entretien autour de la littérature, du livre, de la lecture et de la vie. D'emblée, nous vous disons merci pour votre disponibilité et surtout, merci de vous prêter à ce jeu de questions et réponses. Professeur, vous êtes doyen de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Est-ce que la faculté de lettres a encore sa raison d'être dans une université en RDC? Bien, merci pour votre question. Vous dites, je suis doyen de la faculté des lettres et sciences humaines et l'UNIKIN. Savoir si la faculté des lettres a sa raison d'être. Avant de répondre, je voulais dire que vous souhaitez avoir la bienvenue. Bienvenue dans notre espace L'Harmattan des Congo. Nous sommes au 185 avenue Nyangwe, commune de Lingwala, près du grand rond-point Kabambare. Et vous souhaite la bienvenue par rapport à votre émission et à la chaîne de télévision. Et puis, est-ce qu'une faculté des lettres a-t-elle encore une raison d'être dans une université au Congo? Moi, je pense que, sincèrement, il n'y a pas une véritable université sans faculté des lettres et sciences humaines. Il me semble que c'est là, par excellence, où on forme à l'humanité, on forme au jugement, on forme à la critique et puis on dit sciences humaines. On forme à l'humanité. À mon avis, si je vois l'histoire de notre faculté des lettres de l'UNIKIN, si le président Mobutu, à l'époque de la Deuxième République, avait renvoyé notre faculté à Lubumbashi, parce qu'il savait que quelque part, c'est une faculté, pour ne pas dire des emmerdeurs, mais plutôt des penseurs. Les gens qui pensent là où les autres dorment, les gens qui réfléchissent, qui nous aident à nous questionner d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Une faculté de lettres et sciences humaines, avec les départements que nous avons par exemple, le département de philosophie, le département d'histoire, le département de sciences et techniques documentaires, le département de sciences de la communication, interprétariat, langue et civilisation africaine, langue et civilisation anglaise, langue et civilisation française, tous ces départements concourent à la formation à l'humanité. C'est les philosophes, c'est chez nous. Les historiens qui détiennent la mémoire d'une communauté, notre mémoire collective, qui nous rappelle d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, c'est le nom de la faculté des lettres et sciences humaines. Et je crois qu'une véritable université ne peut tenir que surtout par ses penseurs et qui se retrouvent bien dans la faculté des lettres où il y a des gens qui conservent la mémoire
comme les historiens, il y a les philosophes qui pensent, qui réfléchissent, puis il y a des documentalistes qui gardent cette mémoire dans la documentation. C'est une faculté qui ne peut que faire la joie d'une université. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui se détournent de cette filière d'études, se détournent des humanités? Mais beaucoup de jeunes se détournent, je ne sais pas, mais de mon expérience, nous avons à l'UNIKIN, la faculté des échanges humains, 3200 étudiants. Nous avons 110 enseignants. Nous avons les scientifiques, les chercheurs, les assistants, autour d'une centaine aussi. Je ne peux pas dire d'emblée que les jeunes se détournent, mais plutôt le travail de l'esprit demande beaucoup d'ascèse, beaucoup de générosité. C'est peut-être parce que les jeunes souhaiteraient aller plus faire la technique, ce qui n'est pas mauvais non plus. Peut-être ça par rapport à l'emploi, peut-être. C'est tout ça qui compte aussi. Mais je crois que chez nous, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une certaine résurrection de la faculté des lettres et sciences humaines. Professeur, notre entretien se tournera autour de la littérature. Mais avant qu'on en arrive là, qu'est-ce que la littérature? Bien, la littérature, c'est l'art d'écrire. D'écrire les belles lettres pour les transmettre aux générations futures. Mais dans la littérature, quand vous dites, il y a un certain art qui implique un certain style, qui implique des normes qu'il faut suivre du point de vue de la forme, la présentation, mais aussi du point de vue du fond, de ce qui est dit, ce qui est écrit. Et puis ça peut être la poésie, ça peut être le roman, ça peut être tout genre littéraire, ça peut être de l'histoire, de la philosophie. En fait, c'est l'art de communiquer, de partager avec les autres, en passant par les lettres, par l'écrit. C'est ça la littérature. Sinon, on reste dans l'oralité. Mais pourquoi le qualificatif belles lettres est attaché à la littérature? C'est pour dire que la littérature ne vise que le beau, la beauté, et pas la vérité? Ben, je ne peux pas dire que la littérature ne vise que la beauté, la littérature, non, je crois que la littérature vise d'abord la vérité, c'est l'expression de la vérité, c'est l'expression de la réalité. Je ne peux pas dire forcément vérité, je dis c'est l'expression de la réalité sous un style bien précis, un style écrit surtout, bien modelé, mais aussi donc expression à la fois de la réalité, mais aussi de la vérité, pourquoi pas. Mais dans un style bien précis, donc on dit les belles lettres, la façon, la précaution oratoire, la façon, quand on dit la littérature forme à l'humanité, ça signifie que vous devez savoir que la manière de dire quelque chose comme de l'écrire est plus importante ou est aussi importante que ce qui est dit et ce qui est écrit. Du coup, les belles lettres, vous présentez une pensée, une idée, une réalité, mais par un style approprié. C'est pourquoi on dit les belles lettres. Peut-être que le contenu ne peut pas vous plaire, mais la façon de l'écrire, de le dire, ça va vous séduire. C'est ça les belles lettres. Quand vous voyez des Cicéron avec les Proarchia de tous ces poètes, vous voyez que ça peut que façonner l'esprit. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que la visée première de la littérature, c'est d'abord la beauté, c'est de plaire, de toucher les cœurs, toucher les sensibilités de l'homme? C'est de plaire, de faire plaisir, de dire de façon agréable, de raconter la vie, de chanter la vie en l'écrivant, mais de façon agréable. On chante la vie, on écrit la vie, mais de façon, du côté de ce qu'il y a agréable, ou même dans ses plusieurs facettes, même la mélancolie. Bref, on raconte la vie dans ce qu'elle a de beau, mais aussi peut-être dans ce qu'elle a de douloureux comme de triste, mais on les raconte, on les chante, et puis voilà, c'est ça les belles lettres. En quoi la littérature peut-elle être utile à l'homme, utile à la nation, à un pays? La littérature est utile à la nation parce que d'abord il faut se dire que c'est lui qui écrit, il transmet un message pour les générations futures.
Il transmet sa pensée, son jugement, ses réflexions, les pistes de solutions peut-être qu'il a proposées par rapport aux questions qui se posent en nous, aux énigmes de la vie. Et aujourd'hui, pour former quelqu'un, pour façonner son esprit, il a besoin de voir les prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi, qu'est-ce qu'ils ont écrit aussi. Et la littérature en tant que moyen de conservation et de transmission de sa pensée aux générations futures contribue à façonner à l'humanité, continue à façonner au jugement, contribue à façonner à la critique, à la responsabilité personnelle, pour que les jeunes qui est formé, les cadres qui est formé ne soient pas un simple perroquet, un répétiteur de ce que le maître a dit, qu'il soit lui aussi capable de régler les énigmes de la vie qui se posent à lui. Donc, je peux dire que la littérature contribue à former à l'humanité, au jugement, à la critique, à la responsabilité personnelle. Bref, ça façonne à l'humanité. Normalement, les hommes de lettres doivent être déjà très humains, parce qu'ils sont formés à l'humanité, à respecter l'homme dans son humanitude, dans ce qu'il est et dans ce qu'il a. Vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Écrivain, professeur, coéditeur et responsable de l'espace Harmattan, Kinshasa, et puis directeur aussi des collections, de la collection l'Harmattan, Kinshasa. Lesquelles de ces casquettes vous va le mieux? Oui, c'est vrai, je suis écrivain pour avoir écrit déjà une dizaine d'ouvrages. J'enseigne, prof de philo, responsable des éditions l'Harmattan de Congo, doyen de la faculté des lettres. Mais je commençais d'abord par dire ce que je n'aime pas parmi tous ces casquettes-là, ou ce que je tiens pas, j'ai fait par devoir. Oui. Ce que j'ai fait par devoir, c'est doyen de la faculté. Ça, c'est vraiment par devoir. Mais ce que j'ai fait par conviction, et ce que j'aime le plus, c'est d'abord comme écrivain. Comme écrivain et comme enseignant. Transmettre aux générations futures ce que je pense, comment j'ai réfléchi. Et aussi, et c'est une façon pour moi de contribuer à la formation de ces jeunesses, parce qu'en me lisant, ils se forment par rapport à la présentation d'un texte du point de vue formel, du point de vue du fond, comme du point de vue de la forme. Et puis donc, comme écrivain, comme enseignant, c'est ce que j'aime le plus. Mais ce que j'aime le plus aussi, c'est comme responsable des éditions l'Harmattan RD Congo. Parce que là, j'accompagne les jeunes de ces pays, les chercheurs, l'élite, à pouvoir à la fois transmettre leurs pensées aux générations futures, mais aussi par complaisance personnelle, à pouvoir s'immortaliser en écrivant. L'Harmattan RD Congo, c'est une véritable école où nous formons des écrivains. On ne vient pas qu'avec son texte pour publier. Non, ce n'est pas une imprimée, c'est une édition. L'éditeur a davantage la responsabilité d'accompagner l'écrivain par rapport au fond de sa pensée, à la véracité de sa pensée, à l'historicité de sa pensée, mais aussi par rapport à la forme et à la présentation de sa pensée en écrivant. Parce qu'écrire obéit à un style précis. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons, nous soutenons, nous encourageons, nous formons nos écrivains. Vous allez voir que, parce que les œuvres que nous sortons ici, nous le publions d'abord à Paris, ce n'est pas ici ça s'est dit. Et une fois votre livre est sorti, vous êtes placé dans un champ international. On va vous lire aux États-Unis, au Canada, partout. Et du coup, nous, ma joie en tant que responsable de l'Harmattan RD Congo, c'est de forger une élite qui soit compétitive au niveau international. Je ne forme pas que pour le Congo, mais pour l'international. Professeur, cette question sur la casquette qui vous convient le mieux renvoie un peu à la raison d'être, à votre raison d'être. Ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Vous venez en quelques mots de nous parler un peu de cette raison d'être-là. Et si on vous demandait de nous la donner en un mot, votre raison d'être? Mais en un mot, ma raison d'être, la question, ma conviction fondamentale, ma raison d'être, c'est d'être au service de la formation. C'est la formation des jeunes. À travers le livre, à travers les écrits, oui, à travers mes enseignements,
ma raison d'être sur cette terre, c'est la formation des jeunes. Soit en écrivant moi-même, soit par les cours que je dispense, soit en les formant à écrire et aussi. Du coup, ma raison fondamentale, c'est cette générosité donc une formation généreuse de la jeunesse. C'est un service, ça. Tout à fait. Vous évoluez dans un milieu où les livres sont vos plus proches compagnons. Est-ce que vous avez toujours souhaité vivre dans un tel milieu où c'est par un concours de circonstances que vous vous retrouvez là? Non, ce n'est pas par conviction personnelle. Parce que personne n'a marqué. C'est mon initiative personnelle, d'abord de faire venir l'Harmattan ici au Congo. Donc c'est par conviction personnelle. Néanmoins, avant d'avoir cette conviction-là, vous aimiez le livre. Puisque moi, ce qui m'intéressait, c'est comment partager davantage avec les générations futures. Par quel outil, quel moyen. J'aimais déjà écrire depuis la tendre enfance. Et puis, quand on est enseignant comme moi, les belles façons de transmettre aux générations futures, de belles façons de se dépasser un peu de son auditoire, de ses étudiants qui suivent, de se mettre au service de l'humanité, c'est en écrivant. C'est en écrivant. Et vous savez que les livres, c'est à la fois un moyen de conservation et de transmission des connaissances. Moi, j'appelle ça la route de l'esprit. Et puis, j'adore écrire, comme j'adore accompagner ceux qui veulent écrire. Est-ce que vous aimez le livre? J'adore écrire. Au-delà de la transmission du savoir, le livre en soi, vous l'aimez? Sinon, ça ne serait pas ma raison d'être. Moi, comme j'ai écrit une dizaine déjà, j'aime les livres. Parce que j'aime les livres parce que pour moi, c'est un moyen de communiquer sa générosité pour les générations futures. Et c'est ça, au fait. Donc, par les livres, généreusement, on transmet sa pensée, ses convictions. C'est un moyen de m'aimer. C'est le pont avec les générations. C'est un moyen de s'immortaliser aussi. Je ne peux pas ne pas aimer les livres. Et ce que j'adore, c'est parce que quand j'accompagne, j'encourage ceux qui écrivent pour finaliser leurs travaux, vous sentez même une joie. Tout à l'heure, je vous ai présenté des romans. Puisque dans tout ce que j'ai publié à l'Harmattan, RD Congo, je suis quelque part co-auteur, même si je ne suis pas cité. Parce que j'accompagne sur le fond et sur la forme. Et les 3 romans que je vais présenter, les meilleurs là, si vous voulez, je vous présente tout à l'heure là, mais vous sentez qu'on ne peut pas ne pas aimer les livres. Moi, c'est ce qui fait ma vie en tout cas. À quand remonte votre premier contact avec le livre? Le premier contact, c'est quand j'étais... contact avec le livre, ou mes premiers écrits. Contact avec le livre? Les livres déjà au petit séminaire à Kinzambi. On avait une bibliothèque déjà en première secondaire. On nous habituait à lire. Il fallait lire un roman, il fallait résumer un long roman. Disons en première secondaire déjà. Ça, c'est pas au niveau à l'école primaire, non. Mais moi, le premier contact, c'est au petit séminaire de Kinzambi, dans les Bandundu, là où j'ai étudié. C'est là le premier contact comme lecteur. Oui, comme lecteur. Mais comme écrivain maintenant, c'est quand j'étais au grand séminaire Jean 23, où, dans notre revue du séminaire, où j'avais écrit mon premier article, que je détiens en 1982, 83, je les garde encore jusqu'à ce jour. Y a-t-il quelques auteurs classiques qui vous ont marqué? Tout à l'heure, là, comme je suis latiniste, et la littérature, là, je vais peut-être général, moi, comme latiniste, des gens comme des Cicéron qui m'ont beaucoup marqué, des Sallustes qui m'ont beaucoup marqué, de Pline le Jeune qui m'ont beaucoup marqué. Et là, tu vois des gens comme des Montaigne, dans ce qu'ils ont écrit en lien avec l'éducation. Et puis nos propres auteurs à nous aussi, des gens comme des Georges Ngall et des Yves Moudimbe, et qui m'ont beaucoup marqué, des Isidore Ndaïwel dans ce qu'ils écrivent, des Pius Ngando Kastiama, tous ces mondes-là, ça ne peut pas. Il y a Ekimoni qui quitte avec ses poèmes. Et ça, ce sont les gens qui m'ont façonné à l'international comme... Et puis voilà, donc je crois que il y en a plein, mais je ne sais pas les nommer comme ça, mais il y en a beaucoup. En tant que professionnel du livre, quel conseil donneriez-vous à ceux
qui n'ont jamais eu l'occasion d'approcher le livre, ou ceux qui redoutent le livre? Moi, les conseils que je donnerais par rapport au livre, c'est d'abord en lien avec la place du livre dans la formation humaine, scientifique et intellectuelle. C'est d'abord partir de cette responsabilité, cette place-là, pour arriver à donner conseil. Et pour revenir sur la place du livre dans la formation humaine, intellectuelle et scientifique, je crois qu'il faut d'abord faire un retour sur le modèle de formation que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que dans nos universités, dans nos écoles, nous avons ce que j'appelle une formation bourrage, où on ferme le perroquet, le répétiteur de ce que le maître a dit, qui est symbolisé par le culte du syllabus. Par le syllabus, il faut reproduire à l'identique ce que le maître a dit. Donc, on forme le perroquet des répétiteurs. À mon avis, des gens qui ne seront pas un jour capables de se prendre en charge eux-mêmes de régler les énigmes de la vie. Contrairement à l'initiation traditionnelle, quand traditionnellement on allait dans les bois sacrés pour former un jeune, on l'apprenait, on les formait non pas pour les bois sacrés, non pas pour l'école, non pas pour les points, non pas pour les diplômes, mais on les formait pour la vie. De telle sorte que quand il sortait, il était capable de se construire sa case, d'épouser sa femme, de faire la chasse, de faire la pêche, de cultiver les champs, d'être père de famille et d'être époux. Bref, on formait pour la vie. Et maintenant, par rapport à cette formation qui est bourrage, répétiteur, des perroquets, des gens qui reprennent ce que le maître a dit, je crois que le livre a une place importante parce que ça forme d'abord pour prendre son temps, s'asseoir et lire, il faut beaucoup de discipline et d'assises personnelles. Au lieu d'aller boire à Matongé, vous vous enfermez pour lire, ça demande beaucoup de sacrifices et de discipline. Déjà, ça forme l'homme, sa personnalité, à se discipliner lui-même. Et puis, les contacts avec le livre forment au jugement personnel, à la responsabilité personnelle. Et puis, ça forme à la critique. Vous n'allez pas reproduire à l'identique ce que vous avez lu, mais vous allez prendre du recul par rapport à ça. Et je crois que le livre contribue le mieux à former à l'humanité, au jugement, à la critique, à la responsabilité personnelle. À la fois, vous vous mettez à l'école de vos prédécesseurs, mais prenez du recul par rapport à ce qui a été fait, ça vous forme à éviter les mimétismes aveugles, pour embrasser ce que j'appelle les mimétismes critiques. Ne pas reproduire à l'identique, mais reproduire quelqu'un dans ce qu'il y a de mieux en lui. Voilà en quoi le livre donne un correctif. C'est pourquoi le conseil que je donnerai à ceux qui veulent se former pour eux-mêmes et par eux-mêmes, de prendre langue avec les livres. Si vous voulez étudier pour l'école, non pour la vie, pour réussir la vie, prenez contact avec les livres. Mais si vous voulez étudier pour le point, pour l'école et pour le diplôme, eh bien, c'est pas la peine d'aller vers les livres, parce que tous les moyens sont bons. La tricherie, la corruption, le monnayage des points, les points sexuellement transmissibles, les trafics d'influence, vous aurez vos diplômes à vous, mais vous ne serez jamais des personnalités dans la vie, à l'instar des grandes personnalités que nous avons à la fin des lettres, comme les Georges Ngale, Yves Moudimbe, Isidore Ndaïwel, Eli Kiambokolo, tous ces gens pour y arriver, il faut la discipline personnelle. Là, on ne peut pas tricher. On peut tricher pour avoir un diplôme, le point, mais on ne peut pas tricher pour forger sa personnalité. Ça ne se triche pas. Ok, mais où est-ce qu'ils peuvent avoir un accès facile aux livres, ceux qui veulent s'engager dans cette nouvelle voie-là? Et ceux qui veulent s'engager dans cette voie-là, où est-ce qu'ils peuvent avoir l'accès? D'abord, l'Harmattan des Congo, je suis là, nous sommes là. Ils peuvent déjà venir vers nous. Il y a aussi des bibliothèques. Oui, mais ils peuvent déjà venir vers nous. On peut voir comment orienter. Mais des bibliothèques aussi, que je peux recommander à la première rue, à la médiathèque de la Founa. Il y a des livres là. Vous pouvez aller à Wallonie-Bruxelles, trouver des ouvrages. Vous pouvez aller à Kimoinza. Vous pouvez venir chez nous, à la faculté des lettres et sciences humaines. Une belle bibliothèque que nous avons organisée et puis que nous équipons. Et puis, donc, si on veut, on peut. Si on veut, on peut. On peut déplacer les montagnes, on peut. Okay. Professeur, les écrivains congolais éprouvent d'énormes difficultés à se faire éditer. Et quand bien même ils arrivent à le faire, ils ont encore des difficultés pour vendre leurs livres.
Et pourtant, ils continuent toujours à écrire. Qu'est-ce qui les motive? Ben, je ne pourrais pas répondre à la place de tout le monde parce que moi, je suis écrivain. J'éprouve les mêmes difficultés que les autres, l'absence de financement, l'absence de subventions, l'absence de soutien. Et nous qui sommes dans le monde du livre, toutes les tracasseries administratives, toutes les tâches qui tombent sur nous. Et quand quelqu'un publie, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice parce qu'il faut d'abord penser à acheter le biodie pour nourrir sa famille, que de dépenser de l'argent pour écrire, tant qu'on sait que ça ne vous rapportera pas forcément de l'argent. Mais je crois qu'il y a quand même un grand souci pour moi en ce qui me concerne. D'abord, de communiquer, de partager et de communiquer généreusement avec les générations futures. Il y a d'abord ça, les soucis de communiquer, les soucis de partager et une satisfaction personnelle, mais aussi quelque part les soucis de s'immortaliser. Pourquoi pas? Une satisfaction personnelle en écrivant aussi. Je crois que c'est une vocation, c'est une conviction, c'est une mission. C'est une mission, me semble-t-il, pour laquelle on ne peut pas s'échapper. Et donc, pour moi, la grande satisfaction qu'on a, il y a d'abord une satisfaction personnelle, il y a aussi les soucis peut-être de s'immortaliser, même si on ne le sait pas toujours, et puis communiquer aussi, surtout la générosité de communiquer par rapport aux générations futures. C'est mettre à disposition, mettre sa pensée, et sa façon de voir les choses, de voir le monde, de régler les questions qui se posent à nous. Mettre cette façon de penser, de voir à la disposition des générations futures généreusement. C'est ça qui est intéressant. Vous ne trouvez pas que cela relève un peu d'un certain masochisme? Le fait pour l'Africain d'écrire, vu le problème que cela lui coûte, lui pose, tout et tout. Mais je ne parlerai pas en termes de masochisme, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Et non, je ne pense on souffre, mais quand même on continue à écrire. À écrire. Mais écoutez, si vous voyez la vie de l'Africain ou du Congolais, il travaille, il n'est pas bien payé, mais il doit continuer à travailler. Ce n'est pas du masochisme, non. Mais ici, quand je dis, même s'il n'y a pas de dividendes matériels, financiers qui tombent à nous, mais une satisfaction personnelle, et déjà en écrivant, on dit en latin, verba volant, scripta manent, les paroles s'envolent, les écrits restent. En écrivant, on s'immortalise. Ce n'est pas du masochisme. Et puis, en écrivant, on transmet sa générosité par rapport aux générations futures. En écrivant, on rend service aux autres. Pas seulement c'est mettre mon ego au centre, c'est ça le masochisme, mais aussi les services par rapport aux autres générations futures. Ça, ce n'est pas du masochisme. Je crois que c'est ça la grande compensation. Au fait, c'est cela qui vous motive c'est ça pour écrire. Qui, moi, personnellement, me motive. Oui. J'ai appris de joie quand j'ai écrit et que les gens réagissent par rapport à ce que j'ai écrit, positivement comme négativement. Dans certains de mes ouvrages, je peux vous les présenter si vous voulez. Celui-là, par exemple, celui-là, voilà, l'enseignement universitaire et supérieur au Congo-Kinshasa, par exemple. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai réfléchi, j'ai vu, j'ai observé, j'ai réfléchi, je vois, je me rends compte que la question des infrastructures reste interpellante. Il n'y a pas de salle de cours, il n'y a pas, les contextes lui-même ne donnent pas envie de travailler. Et l'enseignement elle-même, elle est répétitive. C'est l'enseignement bourrage. L'étudiant, parcours de combattant. L'enseignant est clochardisé. Bon, je fais ces constats, mais j'ai fait des propositions. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait les états généraux sur la question de l'enseignement supérieur universitaire, comme le ministre l'a demandé, déjà commencé. Ce livre serait d'un apport, mais je l'ai écrit en 2003, mais ça reste d'actualité. Donc, il y a quelque part, vous anticipez les questions, mais vous réglez aussi vos questions d'actualité, mais qui pourront éclairer l'avenir. Et dans celui-là écrit en 2001, pour une démocratie au Congo, si j'arrive à la page 93, là, quand je l'ai écrit, il y avait la guerre en RD Congo, au nord, à l'est et à l'ouest. Et il y avait une certaine idée de balkanisation de la RD Congo. Mais quand j'ai écrit en 2003,
à la 2001, à la page 93, j'ai proposé déjà en ce moment-là un Congo unitaire, mais avec une certaine décentralisation, une large autonomie laissée aux provinces. Et quand en 2006, on discutait sur la forme de l'État, les collègues qui m'ont lu ont proposé ce que j'ai proposé là, je peux que m'en réjouir. Ok. À part la démocratie, l'enseignement, quels sont les autres thèmes que vous exploitez dans vos ouvrages? C'est les vivre ensemble. Et là, le paradoxe politique, c'est les vivre ensemble. Comment la question de fond qui se pose, comment repenser à nouveau faire les vivre ensemble dans un contexte où nous sommes pas tout à fait sortis, parce qu'on n'a pas encore fait le deuil. On n'a pas encore fait, nous n'avons pas encore enterré nos morts à propos du génocide qui s'est passé chez nous, plus de 8 millions, 12 millions dont on parle. Mais même si le deuil n'est pas encore fait, mais en philosophe, j'ai réfléchi comment repenser les vivre ensemble malgré ce qui s'est passé. Donc cette question m'intéresse, malgré les génocides, les crimes, comment repenser les vivre ensemble, ne pas rester bloqué là, comment faire pour nous en sortir, en mettant en œuvre ce que j'appelle la faculté de juger. Donc la question de l'éducation, la question de la démocratie, la question de vivre ensemble. Là je vois Hannah Arendt et la faculté de juger. Oui. Quoi il est question de temps? Oui, la question fondamentale ici, c'est justement dans les soucis de restaurer comme Hannah Arendt les vivre ensemble, au-delà de l'humanitude qui nous entoure, avec la finitude, avec nos faillibilités, nos limites, avec toutes les guerres et les génocides. C'est la question que je me suis posée, comme elle s'est posée, quelle faculté humaine mobiliser davantage pour réhabiliter les vivre ensemble? C'est la faculté de juger. C'est cette capacité que nous avons, que la raison a, à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le beau du laid, le juste de l'injuste, pour que chacun en âme et conscience se décide à faire le bien. C'est par ces biais-là qu'on peut sauver l'humanité de la fragilité des affaires humaines. Un exemple précis, on nous dit là, écoutez, nous sommes en guerre, on va tuer aujourd'hui tous les Tutsis. Quand on vous donne une machette, tuer les Tutsis, non, c'est pas bien, je ne le fais pas. C'est ça la mise en œuvre de la faculté de juger. Et professeur, là nous sommes en train de citer. Quel rôle assignez-vous à l'écrivain dans une société? L'écrivain, ça dépend. S'il est poète, c'est un chanteur. S'il est philosophe, s'il est historien, c'est un éducateur. L'écrivain, c'est un éducateur. Il est éducateur, mais à la fois, il est le géniteur. C'est lui qui met au monde les moyens. Il est la maman, le géniteur qui met au monde. La maternité vient par lui de l'instrument qui sert au moyen de conservation et de transmission de la connaissance, donc au livre. Parce que c'est lui qui est à la base du livre. C'est la maman du livre. Son rôle, à la fois le rôle de géniteur, le rôle de la matrice qui fait venir au monde l'instrument qui conserve et transmet les connaissances, son rôle là, mais aussi à travers ça, il a le rôle d'éducateur. Ah bon? Quels sont les problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés les écrivains congolais? Les problèmes fondamentaux, il y en a plusieurs, hein, je ne sais pas par où commencer. Vous pouvez épingler d'abord, quelques-uns. D'abord, la RD Congo, c'est une ancienne colonie belge. Oui. Alors, quand nous écrivons, il y a déjà la langue elle-même. Nous écrivons souvent en belge, pas en français de France. Mais quand vous allez publier à l'Harmattan, nous, par exemple, avec nos amis, nos frères belges, nous disons cinglais. Cinglais signifie fou. Donc, nous disons l'impayement, non, le non-versement des salaires. Donc, déjà, l'écriture dans la langue, déjà, c'est déjà un problème. Donc, il faut se mettre à l'école. C'est pourquoi l'Harmattan des Congo est ça, et a cette responsabilité, notamment avec des experts, des enseignants et des gens qui sont façonnés en langue anglaise comme française pour accompagner nos auteurs. Mais aussi les problèmes matériels concrets que nous avons, les problèmes de subventions. Jamais j'ai vu autant une politique qui accompagnerait les musiciens. Parce que quand moi, politicien, je finance un musicien, je sais qu'en retour, il va me chanter. Oui. Mais l'écrivain, nos écrivains, je n'ai jamais vu un seul qui a eu la subvention, qui a le soutien. Au contraire,
C'est nous encore, on vient nous emmerder avec des textes par-ci par-là. Donc le manque déjà de moyens. Et ça pose déjà problème. En Europe, quelqu'un qui excelle, qui écrit, il a les soutiens. Un espace comme notre espace là, l'Armatan du Congo, en Europe, on a les subventions de l'État. Mais là, non, tout ce qui est fait là, c'est à fond propre, au prix des sacrifices. Donc, d'abord, comme pour finaliser un travail scientifique, il faut se mettre à l'école. Ça, c'est le premier problème. La finalisation de son travail, tel que j'accompagne mes auteurs comme éditeurs, sur le fond et sur la forme, il faut un accompagnement, se mettre à l'école, ce qui demande beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité scientifique. D'une part, ça c'est le volet purement intello, mais le volet matériel, c'est le problème de financement. Puisque quelqu'un qui n'arrive pas à acheter un piodi, comment il va donner le temps à écrire, comment il va se concentrer, ça demande beaucoup de discipline et beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour sortir de cet état de choses? La première piste... Premièrement, par rapport à la langue. Puis, par rapport à la langue, la solution que l'Harmattan RD Congo propose, que je trouve, c'est parce que tous nos auteurs, quand ils viennent avec leurs textes, ils sont automatiquement relus, corrigés, orientés par les spécialistes. Cette question-là ne se pose pas par rapport à ce qu'ils publient chez nous. Ils viennent, ils sont accompagnés. C'est pourquoi j'ai dit l'Harmattan RD Congo, à la fois c'est une école de formation, d'encadrement et de soutien des auteurs. Donc, on corrige les fonds, on corrige la forme aussi. Là, c'est réglé. Mais la question qui restera, c'est comment arriver à une politique gouvernementale qui soutient, qui accompagne financièrement les auteurs. Ça ne dépend pas de moi. Et puis aussi la question des taxes qui motivent nous qui accompagnons ces auteurs-là. Il y a des taxes qui sont à dormir debout et souvent qui n'entrent même pas dans les caisses de l'État. Bon, voilà, il y a toutes ces questions matérielles et pratiques. Bref, et je crois qu'à la fois l'Harmattan est là pour l'accompagnement, mais il faut aussi une politique par notre ministère de la Culture et des Arts qui accompagne ces auteurs-là. C'est précieux, un écrivain, ce n'est pas n'importe qui. C'est précieux, c'est capital. Ce n'est pas n'importe qui peut se donner la discipline d'écrire, non. Par rapport à la langue, vous ne trouvez pas que le problème se pose au niveau de la langue d'expression de l'écrivain? Pourquoi ne pas penser à une littérature en langue vernaculaire? Ben, il y a aussi, ça dépend de tout un chacun, ça dépend aussi du public qu'on veut atteindre, ça dépend des messages qu'on veut transmettre, ça dépend, mais souvent, ce qui est encouragé, c'est il y a la traduction. On peut avoir écrit en français, on traduit en lingala. On peut écrire en lingala, on traduit en français. Comme nous avons l'apprentissage de la langue lingala, mais à la fois français et lingala, oui, voilà. On encourage toutes les formes d'expression pour l'essentiel, c'est de communiquer sa pensée à un public le plus large possible. Le plus large possible. Et là, il n'y a pas de restrictions. Il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Pour finir, professeur, y a-t-il un avantage pour un écrivain congolais à être édité par une grande maison d'édition? Je crois que ça va de soi. Après l'exemple de l'Harmattan, nos livres sortent à Paris et puis dès que votre livre sort, vous êtes lancé sur le champ international. Et les livres qui sortent aujourd'hui là, et vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes dans les nets, vous êtes partout. On vous lit à la fois en France, aux États-Unis, au Canada, au Burkina Faso, et au Mali, à Brazzaville. Donc, ça vous fait une large ouverture qui peut vous aider davantage à internationaliser votre expertise. Si ce que vous avez écrit, si j'ai arrivé à publier le professeur Mouyembe, par exemple, au niveau de l'Harmattan, vous voyez, son expertise est facilement internationalisée. Voilà, donc c'est cette ouverture au monde, avec le temps qui court, avec des questions de mondialisation, et puis cette ouverture au monde qui facilite l'Harmattan, notamment l'Harmattan RD Congo. Donc on ne publie pas simplement pour les locales, pour les Congolais, mais que sa pensée soit atteinte par un public le plus large possible, et puis c'est mieux pour un auteur de voir que par beaucoup de gens que j'ai publiés là, vous allez voir, un mois après, il a appelé aux États-Unis, il a appelé au Canada, il a appelé ici, par rapport à ce qu'il a écrit. Mais en contrepartie, il faut débourser beaucoup d'argent
C'est ce qui constitue le calvaire des écrivains. Oui, mais à l'Harmattan, RT Congo, on nous débourse. L'unique, on ne débourse pas beaucoup d'argent. Ici, chez nous, ce qui demande un peu de frais, c'est les travaux extra-éditoriaux, les travaux préparatoires. Ça signifie, on corrige votre texte sur la forme comme sur le fond, on fait la mise en page, on fabrique les prêts à clichés, c'est-à-dire les textes qui vont aller imprimer, qui va aller chez l'imprimeur. Donc, c'est tous ces travaux extra-éditoriaux. Mais quant à les textes lui-même, l'imprimerie, tout ça, c'est la maison qui supporte. Mais vous, on vous demande d'acheter 50 exemplaires de votre ouvrage, 50 exemplaires seulement, à une remise de 30%. Donc, un livre qui a le prix public 10 €, vous le prenez à 7 €. Vous, normalement, si le livre est bon, vous allez vite rentrer dans votre... Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission, Belles Lettres? Ma grande joie de voir que le rôle du journaliste, d'abord, c'est l'un des éducateurs de la société, de la nation, de la jeunesse, des chercheurs. Ma grande joie, c'est que dans cette responsabilité-là, vous ne passez pas plus de temps à la musique, mais vous passez des émissions qui se concentrent à former l'esprit, à former les esprits à l'humanité, au jugement, à la critique, à la responsabilité personnelle, en consacrant le temps aux belles lettres. Je ne peux que vous féliciter, vous admirer, vous encourager à aller de l'avant. Je souhaite que ces émissions se reproduisent le plus vite possible, le plus souvent possible, et avec plus de monde possible, avec beaucoup plus de diversité aussi. Parce que rares sont des émissions qui sont consacrées à la formation des jeunes Congolais, aux belles lettres, à la littérature, au moyen le plus sûr pour former l'homme à l'humanitude, pour qu'il soit lui-même, véritablement humain avec les humains. On ne consacre pas assez de temps à ça, plus à chanter, à danser, je crois. Je vous encourage et je suis flatté de cette émission. Je suis flatté d'abord de toute l'armada qui l'accompagne, même pas moi, même Régine qui est derrière, on était frappés avec des instruments comme ça. Donc on était surpris de voir tout l'arsenal atterrir là, surtout avec un technicien très exigeant et moi-même très méfiant, mais ça fait plaisir d'harmoniser la méfiance et l'exigence. Ça fait partie de Belles Lettres. Ça fait partie de Belles Lettres. Parce qu'on forme à la fois à l'humanité, à l'esprit, à la prudence, au jugement, à la responsabilité personnelle. Professeur, si moi, ça... je suis à votre disposition. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ok. Si ça ne dépendait que de moi, on pouvait rester ici jusqu'au demain. Parce que j'aime demeurer dans la proximité de livres, m'enrichir auprès de livres et tout et tout. Mais là, nous sommes à la fin et nous vous disons merci. 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 C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. À tous et à toutes, nous disons merci pour nous avoir accordé votre attention et nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.